Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne, en direct de l'École des Arts Joailliers. Avant tout, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. C'est notre première conférence pour cette année et on espère que la thématique va vous plaire. Je suis Ghislain Ocreman, historien du bijou et responsable des conférences à l'école. Et j'ai le plaisir ce soir d'être avec Victor Gastou, collectionneur et directeur de la Galerie Gastou. Bonsoir Victor. Bonsoir Ghislain. C'est un plaisir ce soir de parler d'une thématique qui nous est chère, que sont les bagues d'hommes, que nous allons étudier à travers le temps, à travers plusieurs sujets variés, à travers leur complexité, leur symbolique. Pourquoi? Eh bien parce que une exposition qui s'est tenue il y a quelques années, en 2018, à Paris, ici, dans les lieux de l'école, portait sur la collection d'Yves Gastou, ton père, que tu as continué et vous avez travaillé ensemble sur cette collection, ce qu'on va découvrir ensemble. Et cette exposition, nous avons décidé de lui donner une itinérance et de la faire voyager. En ce moment, elle a lieu à Tokyo, dans un lieu tout à fait particulier. Et comme le voyage ne nous est pas permis pour aller jusque-là en ce moment, nous voulions vous donner une sorte de petite vue, de petits moments précis à travers une courte vidéo pour nous donner la possibilité de découvrir ce que l'exposition présente avant de commencer notre conférence. À tout de suite. Voilà un aperçu, je dirais, une petite vue de cette exposition. On espère que ça vous a plu. Cette exposition, on voulait qu'elle représente évidemment l'esprit de la collection. On voulait également qu'on puisse toucher du doigt, j'ai envie de dire, des grandes thématiques que nous allons voir ensemble autour justement de la notion de bague d'homme. Et il est vrai que parmi ces bagues, il y a un type de bague en particulier par lequel on va commencer en guise d'introduction, qui est la chevalière, qui est un type de bague spécifique, historique, avec un certain nombre de valeurs sur lesquelles on pouvait en règle générale placer un blason, on pouvait y positionner des armoiries, on pouvait mettre des lettres notamment pour indiquer l'identité d'une personne. C'est quelque chose qui est important et qui reflète finalement une partie de la personnalité ou quelque chose de l'intime en quelque sorte. Et on voulait commencer avec cette chevalière dite Jeanne d'Arc, avec ce type d'ornementation parce qu'elle a une place particulière dans la collection justement. Et pourquoi? Oui, tout à fait. Donc c'est une bague qui a les armoiries de Jeanne d'Arc, qui est un personnage historique qui était très proche d'Yves, de par son sens esthétique, à savoir la femme en armure, qui est assez percutant et différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir, le mélange des styles, le côté un peu aussi androgyne de la femme en armure qui plaisait beaucoup à Yves. Et là, on a c'est une bague qui a été réalisée sur mesure, donc avec les armoiries de Jeanne d'Arc et la fleur de lys que l'on peut retrouver également
également sur le côté. Effectivement, sur les armoiries, les familles ou les personnes qui les dessinent mettent des éléments qui leur sont chers et qui ont une certaine valeur à leurs yeux. Pour Jeanne d'Arc, on retrouve la couronne, la fleur de lys, l'épée. Après, il y a certains symboles que l'on retrouve dans certaines familles avec des devises ou des éléments qui vont symboliser la volonté, l'esprit et les valeurs que l'on souhaite défendre à travers un écusson, des armoiries. Et bien sûr, la bague, objet très personnel, est le lieu parfait pour avoir cette déclaration très intime de quelles sont les valeurs et de quels sont les symboles que l'on aime s'associer pour représenter une famille, une personnalité ou un message plutôt personnel. Ouais. Ainsi, on a décidé, pour vous présenter cette thématique de façon aussi large que possible, d'aborder en 3 grands chapitres le sujet des bagues d'hommes. Le premier élément, c'est l'histoire d'un collectionneur, de collectionneur au pluriel, on pourrait dire d'une collection en tout cas, et de comment, à travers une collection, on va en quelque sorte tisser un portrait, on peut le dire, de caractéristiques de collectionneurs, de grandes thématiques, de grands axes, et suivre justement le fil de l'histoire de cette collection. Puis, dans un deuxième temps, on vous propose de nous intéresser à une sorte de petite chronologie, de grandes bagues à travers le temps, grâce à la collection, pour pouvoir aborder les temps forts de l'histoire de la notion de bague au masculin. Et enfin, dernier mais pas des moindres, dans cette vidéo que vous avez vue, il y a un certain nombre de pièces qui sont présentées. On a choisi des œuvres majeures finalement de la collection de cette exposition qui se tient, comme je le disais, à Tokyo, dans un lieu qui s'appelle 2121 Design Side Gallery numéro 3, et qui est un lieu justement très contemporain qui met en valeur la collection. Alors, commençons immédiatement avec notre tout premier chapitre, l'histoire d'un collectionneur, et quelques mots sur comment finalement, il est venu à Yves Gastou d'initier cette collection, comment finalement tout a commencé. Une collection, c'est quelque chose de très personnel, ça reflète une personnalité. Chaque personne va créer une collection à sa manière. On appelle ça le portrait chinois. Ça permet d'avoir une idée de la personnalité et selon les sensibilités, une personne va avoir tendance à collectionner certaines pièces plutôt qu'une autre. Donc à travers cette collection qui a été initiée par Yves Gastou et que j'ai ensuite continué avec lui, on retrouve les grands thèmes qui étaient importants à ses yeux. Après, pourquoi les bagues d'hommes et comment l'histoire a commencé ? La légende, j'ai envie de dire, dit que lorsque Yves était enfant, il est né à Carcassonne, qui est une cité médiévale avec des remparts, où on parle de la chevalerie, les chevaliers cathares, les châteaux, donc ça c'est un esthétique qui l'a beaucoup touché. Et il y a un évêque qui est venu rendre un office religieux, et lorsqu'il s'est avancé pour la communion, il est venu chercher l'hostie une première fois, et ensuite, il a fait la communion plusieurs fois. Donc sa mère l'attrape et lui dit « Mais pourquoi tu vas communier plusieurs fois ?» Et ce à quoi il a répondu « Mais maman, le monsieur a une bague tellement belle. » Donc l'évêque devait porter une très belle bague d'évêque, qui sont les bagues que vous pouvez voir sur le côté. Ce sont des bagues avec des améthystes, des perles, de l'or qui sont très flamboyantes. Et son œil a été attiré par cet objet extraordinaire qui brillait, qui avait une ornementation très baroque, et c'est un esthétisme qui lui a tout de suite parlé et dont il s'est senti très proche. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une passion qui s'est initiée pour la bague et pour tout ce que ça peut connoter. Donc ça a été son premier coup de cœur pour une bague. Et ensuite, c'est une passion qu'il ne l'a jamais lâchée. Et à travers toute sa carrière d'antiquaire, il a été confronté à des bagues qui sont arrivées à lui, d'autres qu'il a découvertes, et puis en faisant des brocantes, en faisant des magasins d'antiquités, il en a découvert d'autres, et en s'intéressant au sujet, s'est constitué un savoir empirique sur la bague, et sa curiosité était quand même assez profonde, ce qui fait qu'il s'est intéressé à beaucoup de types de bagues très différents. Donc là, on a commencé avec les bagues d'évêque, et puis ensuite, on va voir qu'il y a différents thèmes qui ont été abordés par Yves.
qui sont les grands thèmes de l'exposition. Tout à fait. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière avec laquelle il a initié cette collection et l'a continué au fil des années. Il y a des collectionneurs qui vont cibler certaines choses précises en sélectionnant, je dirais, de façon minimaliste, quelques rares pièces. Lui, il avait une façon, par l'accumulation aussi, de choisir énormément de pièces pour aussi exprimer sa passion du collectionneur. Alors ça, effectivement, on a certains collectionneurs qui sont dans l'excellence, c'est-à-dire qu'ils ne vont chercher que la bague extrêmement, ou un objet très rare, avec une spécificité très prononcée, et qui vont chercher que des objets exceptionnels. Et Yves avait une conception de la collection qui était un peu différente, sans restriction élitiste, pardon, et il peut y avoir du beau n'importe où. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une bague en or massif avec un diamant de 70 carats et des perles et que tout ça dégouline pour que ce soit une bague extraordinaire. Il peut y avoir des bagues très simples en métal argenté ou dans des matériaux très rudimentaires qui peuvent avoir leur intérêt. Et Yves avait ce côté très populaire dans le sens où il peut y avoir des objets qui méritent leur intérêt et ça n'a pas besoin d'être précieux pour que ce soit intéressant. Donc ça, c'est vrai que c'est un thème de la collection qui est très atypique et qui est aussi très intéressant parce qu'on a donc des bagues qu'on va appeler les bagouzes qui sont des bagues populaires et jusqu'aux bagues extraordinaires avec une histoire très ancienne, avec des matériaux précieux également. Donc c'est ce côté presque socialiste dans sa collection qui est génial et cette accumulation qui est absolument folle. On a plus de 1000 bagues d'hommes qui ont été collectionnées, et ce qui représente une somme de bagues totalement ahurissante. Ce qui est une vie de collectionneur, finalement, avec des temps forts, des moments d'hésitation. Est-ce qu'il revendait certaines ou l'idée était de garder toujours ? Il aimait bien garder. Ah. Après, il y a des dilemmes qui se posent en tant que collectionneur. De temps en temps, on vous propose des bagues que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Et de temps en temps, on en revend quelques-unes pour en financer d'autres. Mais globalement, il a quand même gardé une grande majorité de ses bagues. Et après, il y avait aussi le bonheur de communiquer sa passion à ses amis, aux collectionneurs qui lui ont fait confiance. Et c'est vrai que pour les inciter à rentrer dans sa collection et dans l'univers des bagues, il acceptait de temps en temps de vendre quelques-unes de ses bagues, mais à une des personnes choisies. C'est quelque chose qu'on ne fait pas de manière simple. Il faut que la personne lui plaise pour qu'on accepte de lui confier son enfant, une petite bague qu'on a récupérée amoureusement, et il faut que la personne soit digne de la recevoir. On est dans l'émotion, on est dans le ressenti finalement. Ce sont des objets qui sont chargés d'émotion finalement. Et la bague en particulier, parce qu'il y a des symboliques qui sont très puissantes sur la bague. C'est l'anneau, c'est l'alliance, c'est des objets très personnels que l'on porte, assez charnels. Yves avait coutume de dire que c'est un objet très érotique également, parce que c'est un objet qu'on pénètre quand on la met, on la caresse, on en profite, c'est très tactile sur la main. Donc c'est des objets, et puis dans l'histoire de l'humanité, la bague a toujours été un objet de pouvoir, un objet d'appartenance pour des confréries, pour des groupes. On peut afficher ses valeurs, on peut afficher des messages, des appartenances. On se reconnaît à travers certaines bagues. Donc c'est un objet de pouvoir, de puissance, et qui existe depuis la nuit des temps dans l'histoire de l'humanité. En termes de symbole finalement et d'esthétique, il y a un élément très fort dans l'esprit de la collection, c'est ce lien, tu en parlais tout à l'heure, avec Carcassonne, avec le côté médiéval, avec une certaine mystique, on pourrait dire, des formes, de l'architecture, de la construction de la bague finalement, qu'on pourrait retrouver. Et finalement, on comprend maintenant qu'on a ça en tête, que ce n'est pas par hasard qu'il a choisi ces pièces, il se retrouvait dans certaines de ces pièces de la collection. Oui, une collection, c'est une psychanalyse. On a tous les éléments de sa personnalité dedans. Effectivement, les châteaux, la cité de Carcassonne, c'est quelque chose qu'il a imprégné
enfant, qui est un édifice absolument incroyable. On le retrouve dans certaines bagues et on retrouve aussi beaucoup le côté religieux, la croix, le Christ, dont il aimait beaucoup l'esthétisme, le côté cheveux longs, les corps un peu dénudés, émaciés. Il y a une dramaturgie dans le Christ, quelque chose de très, entre guillemets, théâtral, dont il était très proche. Et puis, c'est des objets de culte qui ont une force encore supérieure, d'adoration, qui sont touchants et qui apportent une valeur ajoutée à la bague. Sur celle qu'on peut voir à l'écran, c'est une reproduction de la cité de Carcassonne qui ont été gravées sur le dessus de la bague. En termes d'originalité, comme tu en parlais, il y a des choses très précieuses comme des choses plus ordinaires, entre guillemets, en tout cas plus communes, plus faciles d'accès. Il y a un très grand éclectisme dans la collection. Il y a cette idée notamment, et on le voit à travers certains exemples, de chaque fois qu'il partait en voyage, c'était le souvenir. Quand on voulait lui faire un cadeau, c'était une bague. Donc du coup, il a créé une collection qui est aussi variée finalement que tous les moments forts de sa vie et qui nous permet de voir des matières différentes, des formes différentes, des cultures, des croyances différentes que l'on retrouve. C'était quelque chose qu'il avait en tête lorsqu'il construisait sa collection ou ça s'est fait de façon naturelle? Ça s'est fait de façon naturelle, mais c'est vrai qu'on peut retracer son parcours à travers les bagues. Donc là, vous avez des bagues amérindiennes, c'est un voyage aux États-Unis. Vous avez des bagues bouddhistes, c'est un voyage en Thaïlande. D'autres mexicaines, c'est un voyage au Mexique. Ensuite, c'est vrai que c'est aussi des rencontres et à force quand on rentre dans la collection, on cherche et en cherchant, on trouve. C'est-à-dire que Yves, quand on faisait une brocante, quand il allait faire une visite d'exposition à Drouot ou quand il allait visiter un antiquaire, tout de suite, on est plutôt attiré vers les petites vitrines dans lesquelles il y a les bagues et on demande « Ah, tu connaîtrais ça, je cherche ci, je cherche ça ». Et finalement, les bagues viennent à nous à partir d'un certain moment. C'est-à-dire que à l'époque où Yves a collectionné les bagues, d'hommes en particulier, il y avait très très peu de collectionneurs et la rumeur s'est répandue un peu comme une traînée de poudre. Il y a quelqu'un qui achète des bagues d'hommes, ce qui était quelque chose, c'était dur à vendre à l'époque. Et il y a eu une réputation qui s'est accumulée autour des bagues d'hommes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tous les gens étaient au courant qu'Yves achetait des bagues d'hommes. Et donc quand les gens avaient des bagues d'hommes, la première chose qu'ils se disaient, c'est à qui je vais pouvoir vendre la bague d'homme. Ah tiens, il y en a un qui achète sans cesse des bagues d'homme. Tiens, je vais lui proposer. Et au bout d'un moment, une fois que vous avez initié ce mouvement de collectionneurs, les objets viennent à vous naturellement. Et alors là, c'est sans fin, on peut collectionner, et c'est merveilleux. Et on a accès du coup à de très belles pièces parce qu'on est la personne à qui on pense immédiatement. On devient la personne de référence, comme il y a certains spécialistes en horlogerie, je dis n'importe quoi, et on va aller vers eux naturellement parce que c'est la référence. Et c'est vrai qu'à un moment, on a été la référence en bague d'homme et que du moins en France ou à Paris, dès qu'il y avait une belle bague d'homme ou ecclésiastique qui était à vendre, on était les premiers consultés. Et c'est vrai qu'on a pu acquérir de très belles pièces grâce à cette réputation. Ouais. La plupart des collectionneurs, je dirais, quand on les étudie, ça c'est très anthropologique, on les classe, soit les collectionneurs qu'on appelle de vitrines, qui mettent les objets dans des vitrines. Il y a des collectionneurs qu'on va dire de coffres, qui les gardent secrets dans des coffres. Et il y a des collectionneurs qui les portent, les pièces, et particulièrement pour les bijoux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été très important, c'est une collection qui se porte et qui l'a portée. Par rapport aux milliers de bagues qu'il y avait, est-ce qu'il les portait toutes? Est-ce qu'il en choisissait certaines? Comment ça se passait en termes de choix? Alors, non, il a dû tous les porter au moins une fois, je pense, parce que c'est vrai que quand il y a cet achat, la première fois qu'on a la pièce, on la parte quelque temps. Après, il y a des bagues qui sont très sculpturales, très volumineuses, mais qui sont difficiles à porter tous les jours pour des raisons pratiques. Et ensuite, il avait une petite sélection de bagues favorites, il devait en avoir une centaine. Et le matin, quand il se levait, il faisait ses appairages, il choisissait ses bagues pour les assortir à sa veste ou à l'humeur du jour. Et c'était aussi un message. On sentait qu'il y en avait certaines qui mettaient quand il était de bonne humeur, d'autres quand il était d'humeur un peu plus massacrante. Ça dépendait des moments. Et puis il y a des favorites. Et il y a quelque chose de très charnel dans les bagues. C'est quand on la met, on sait tout de suite
s'il y a une sorte de fusion qui se crée, d'alchimie, et quand elle est faite au doigt et à la main, c'est vrai qu'on a du mal à la quitter. Ouais. Et puis il y en a d'autres qu'on apprécie mais qu'on n'aime pas porter. Il y a des phases aussi, c'est le plaisir de changer, ça c'est un petit avantage de la collection. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, c'est ainsi que, par une heureuse rencontre, l'école et la collection se sont retrouvés dans un superbe projet qui a eu lieu en 2018. Tout à fait. J'en parlais tout au début en introduction, l'idée d'exposer pour la première fois toute la collection rassemblée dans un seul endroit, dans une atmosphère finalement qui était un lieu qui devait exprimer l'esprit de la collection, mais aussi les mémoires, l'histoire d'Yves Gastou, toute la création, l'ensemble avec une scénographie qui voulait refléter, justement, on peut le voir à l'écran, refléter son goût, une esthétique un peu baroque, les faits mystiques, les jeux de néon, une musique aussi, puisqu'il y avait une bande son particulière pour se plonger un petit peu dans son esprit de collectionneur, dans son cerveau de collectionneur, j'ai envie de dire. Exactement, on essaie de rentrer dans l'univers. C'est une scénographie qui avait été faite par Jérôme Thénault. Donc on retrouve les meurtrières qui étaient en fluo, la croix de la forme de la vitrine, le velours pour l'esprit ecclésiastique. Et cette exposition a été extraordinaire parce que ça a été la première fois qu'on a pu voir toutes les bagues sorties de leur boîte, coffre, etc. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais pu avoir une vision globale de la collection avant. Et ça a été un choc incroyable. Et on s'est rendu compte de la folie de la collection aussi, d'en avoir acheté autant. Il y avait 669 bagues qui étaient exposées lors de cette exposition. Et il y avait ce côté accumulation, presque comme une œuvre d'art contemporain, où on accumule des choses et ça devient un tout qui était absolument génial, avec quelques traceurs. Il y avait des anges, des Jeanne d'Arc, des objets de collection qui étaient dans les vitrines, des géodes de pierre, des objets un peu plus loufoques. Et tout ça, c'est vrai, était une petite plongée dans l'univers de Yves et de comprendre un peu ses méandres de collectionneur et quelles avaient été les choses qui l'avaient marqué tout au long de sa vie. Ouais. Ah, c'était une exposition extraordinaire. Et je me souviens, au moment les derniers détails de l'installation, je me souviens qu'il était là en train de déplacer, finalement je mets ça là, parce que ça devait refléter en fait un parcours qu'il proposait aux visiteurs à travers justement les grandes thématiques de la collection, ce qu'on reproduit aujourd'hui avec de grands thèmes justement à Tokyo dans l'exposition à travers cette itinérance. Alors, comment aborder l'histoire des bagues en grands thèmes? Eh bien, on a choisi de faire pour ce second chapitre une thématique au fil des temps, avec les grands temps justement de l'histoire. Et on va commencer bien évidemment avec l'Antiquité, mais aussi le retour, le regain d'intérêt sur des effets antiques qu'on a pu avoir à travers un type de bagues, qui sont celles qui incorporent des éléments de glyptique, comme on appelle l'art de la glyptique, puisque ce sont des pierres qui sont gravées. Elles peuvent être gravées en relief, ce sont des camées, ou elles peuvent être gravées en creux, donc creusées à l'intérieur. C'est ce que l'on voit ici à l'image, ce sont des entailles. Et on peut voir évidemment ce parallèle avec la notion de sceau, on en parlait tout à l'heure, on imprime finalement un visage, des armoiries, un symbole, des initiales dans la cire, dans la terre, l'argile, en fonction des époques. On voit qu'on a deux exemples, l'un qui est beaucoup plus antique, même si remonté plus tard au 19e siècle, sur la droite, et l'autre avec un ensemble justement d'entailles dans des couleurs différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on est dans des références antiques qui sont peut-être des pièces clés de la collection par lesquelles il voulait commencer l'exposition, si je me souviens bien. Alors, c'est effectivement comment dire, généralement, quand on est collectionneur de bagues, on commence par la bague antique, qui est ce qu'on appelle la bague classique, qui est la plus intemporelle, et après, j'ai envie de dire la plus noble, même si ça ne veut rien dire de dire ça, mais c'est la plus facile et celle qui plaît, entre guillemets, au plus de personnes. Il faut savoir que la bague est le premier bijou qui a été créé par l'être humain, parce qu'il ornementait les mains, qui était la première chose qu'il voyait. Ensuite, il a fait des bijoux d'apparat quand il a eu sa notion de miroir. Effectivement, ici, ce sont des bagues plus précieuses, dans un sens où il y a un travail qui a été effectué de sculpture. C'est-à-dire que là, on vient chercher le talent du sculpteur qui va réussir, avec plus ou moins d'expertise, à créer un objet, une sculpture
élégante, aux proportions raffinées. Et là, on vient chercher l'excellence du savoir-faire dans des pierres qui ont été gravées ou sculptées. Mais on ne vient pas chercher la préciosité des matériaux. On vient chercher le talent de l'artiste dans ce genre de pièces. Ce sont des pièces donc classiques et néoclassiques qui étaient des souvenirs de voyage, des références à la Rome antique, à la Grèce, aux Byzantins, des personnages de mythologie. On retrouve Hercule, des grands rois, des empereurs. Ce sont des symboles de puissance auxquels on aime être associé. Voilà, j'ai une bague avec Marc Aurèle sur le doigt. Ça en dit long sur votre personnalité et votre perception de votre personne. Mais c'est très intéressant et il y a des très très belles... ce sont des sculptures à porter. Il y a toute une historique là-dessus qui est très intéressante. Et après, des découvertes, de savoir si ce sont des bagues qui ont été faites au 19e ou moins 2000 avant Jésus-Christ. Et là, ça rentre dans des grandes expertises qui sont passionnantes. Ou un mélange des deux, puisque certains camés, certaines intailles antiques sont remontées ensuite dans des bijoux du 19e siècle. Donc on peut avoir aussi dans l'expertise avec des regard contemporaines, bien sûr, tout à fait. Évidemment. Tu nous parlais d'empereur. C'est vrai que la notion de pouvoir, c'est un élément clé dans le bijou pour homme de façon générale, mais particulièrement certaines bagues clés justement que l'on peut voir dans la collection. C'est un élément d'autorité, un élément de puissance, un élément de haute valeur que l'on pouvait retrouver. Parmi les pièces que l'on peut voir ici à l'écran, on a un certain nombre de pièces assez clés, notamment en termes extra-occidental. On est ici chez les Dogons du Mali, où on trouve ces figures de cavaliers finalement qui sont sur la bague, qui créent l'idée de bague sculpture. Tu en parlais, c'est un leitmotiv aussi qu'on va retrouver dans la collection et qui représente l'idée de ce chef en quelque sorte, qui soit leader politique ou leader des croyances, de grand prêtre en quelque sorte. Et on retrouve cette même notion avec une bague d'une partie totalement différente du monde, qui est une bague de doge. On est à Venise cette fois-ci, et c'est ça qui est fabuleux, puisqu'on a une bague, on peut le voir, extrêmement volumineuse. C'est pas juste l'image qui donne une impression de taille, c'est très volumineux. Le tour de doigt est extrêmement large, puisque finalement c'était porté par-dessus les gants, souvent très ornés en quelque sorte. Et porter une telle bague, c'est un objet qui finalement, moi, m'évoque l'idée de tenir un sceptre. C'est un objet d'autorité, un objet de pouvoir. Tout à fait. Pourquoi ces objets-là en particulier l'ont intéressé ? Là, c'est la curiosité. Tout d'abord, le volume de la bague qui est énorme. Il y a ce côté sceptre. Et puis, c'est un objet qui se voit à 50 mètres. Quand quelqu'un a une bague comme ça au doigt, on le reconnaît tout de suite. Donc, ça interpelle. Il y a également des ornementations dessus, avec des entailles qui viennent l'enrichir. Et dans celle-ci, il y a un compartiment dans lequel était rangée la cire qui permettait de faire les cachets qui étaient foi de puissance, donc de sceau et de secret. Donc ça, ce sont des objets de pouvoir que l'on transmet. Le sceau, c'est de la transmission de l'autorité. Donc c'est aussi une manière de régner, de gouverner à travers les cités, les organisations. Donc c'est des objets d'une importance capitale dans le fonctionnement quotidien, voire administratif d'une cité. Et ce sont des procédés qui ont été utilisés de la nuit des temps jusqu'à presque au 15e, 16e siècle. Donc ça, ce sont des bagues très très intéressantes. Et en plus, dans des formats très spectaculaires. Tout à fait. Dans les pièces de la collection, il y a un côté très, très figuratif qui revient de façon assez récurrente, qui est assez passionnant aussi. Et c'est vrai que les visages, les figures, et c'est aussi original, je trouve, l'idée d'être un homme portant une bague représentant un autre homme, un homme historique finalement, parce que c'est porter des bagues avec des figures d'antan, soit de ce que j'appellerais des grands anonymes finalement, quel personnage qu'on peut avoir sur la droite, avec ce portrait de personnage, d'aristocrate du XVIIIe siècle, on le reconnaît avec cette grande perruque blanche qui est ici, qui est en émail peint, donc il y a toute une qualité finalement de miniature, de travail, on parlait de savoir-faire que l'on retrouve ici,
ou encore sur la gauche, on peut reconnaître Napoléon, cette fois-ci en camée. Donc il y avait une volonté de chercher certains personnages célèbres, ou c'était le hasard des rencontres qui faisait qu'il avait un intérêt pour telle ou telle pièce? Non, là c'est vraiment le hasard des rencontres. Il n'était pas particulièrement collectionneur, par exemple, des objets de Napoléon. Il y a des grands collectionneurs de Napoléon. Là, on va chercher vraiment la sculpture, le sujet qui est intéressant, la curiosité également sur la bague qui est peinte. Il faut se rendre compte du format qui est quand même, ça doit faire moins de 10 cm. Donc c'est un vrai savoir-faire que de dessiner quelque chose d'aussi précis sur une surface aussi petite. Et puis dans le camée de Napoléon, c'est effectivement la qualité de la sculpture, de la réalisation qui pouvait l'intéresser. Et puis aussi de temps en temps tomber sur un sujet qu'on n'avait pas, c'est-à-dire tout simplement je ne l'ai pas dans la collection, donc je le prends. Mais là c'est surtout le sujet, plus que la recherche d'aller chercher que des objets de Napoléon par exemple, ou de Louis XVI, ou de je ne sais qui. Parmi les éléments qui étaient un vrai leitmotiv, on peut dire, de la collection, il y a cette notion du crâne, du squelette que l'on va retrouver, du memento mori. Alors quelques mots, évidemment, on va voir un certain nombre de ces pièces, et là ici on a deux exemples complètement différents, j'ai envie de dire l'un qui pour le coup met en valeur le crâne sur un camée, alors que l'autre, de l'autre côté, on a tout un travail d'émail avec des cheveux derrière, donc il y a un côté plus sentimental probablement que l'on retrouve, mais la notion de memento mori, c'est une notion qui est extrêmement ancienne, puisqu'on remonte à l'Antiquité romaine finalement. Les généraux, les empereurs, lors des grands triomphes, faisaient ces grandes parades à la romaine sur les chars, avec les esclaves qui étaient ramenés des victoires qu'ils pouvaient avoir accomplies. Et on disait toujours qu'il y avait une sorte de rituel où l'un des esclaves devait passer derrière l'homme victorieux et lui chuchoter à l'oreille en latin « memento mori », ce qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Grosso modo, c'est ton heure de gloire aujourd'hui, néanmoins, demain peut changer, demain tu peux être la personne vaincue, donc abaisse en quelque sorte ton jour de victoire et un peu de réalité en quelque sorte, et célèbre le jour d'aujourd'hui parce que demain on ne sait pas de quoi il va être fait. Il y a un côté carpe diem, on dirait aussi en latin, de profiter du jour, qui finalement n'est absolument pas morbide, n'est pas négatif finalement, et est plutôt une manière de réfléchir au fait que la vie a une fin, la mort est derrière et que donc il faut profiter de la vie par rapport à ce qu'il y avait là. Et je me souviens que dans la collection, la présence des crânes, l'idée du memento mori, c'est un élément extrêmement important, extrêmement récurrent. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Alors effectivement, il y a beaucoup de crânes dans la collection, à travers diverses époques. Il y a ce côté également pitchnette à la mort où j'en rigole et je la porte et je m'en moque parce que Yves avait un côté très poussé vers le futur et pas du tout passéiste. Et il y a aussi ce côté rebelle de la tête de mort qui correspond à un côté de sa personnalité important que l'on retrouve un peu plus dans les bacs de bikers que l'on verra peut-être tout à l'heure. Mais c'est oui, profite de la vie. Il a toujours eu beaucoup d'allant, n'a pas toujours été peut-être très conservateur ou des côtés plutôt cigale que fourmi effectivement. Et ça le correspond et ça le raconte aussi une partie de sa personnalité qui est assez intéressante, mais aussi cette manière de croquer la vie et de profiter, voilà, qui était aussi une partie de sa personnalité, oui. De ces bagues, on vient d'en voir du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, on peut voir que finalement, porter des bagues en tant qu'homme, c'est quelque chose qui, à travers le temps, a eu une très grande place, avec beaucoup de symbolique, beaucoup de valeur. Il est vrai, néanmoins, et ça c'est une réalité de l'histoire du bijou masculin de façon générale, qu'à partir du milieu du XIXe siècle, les autorités bourgeoises, peut-être plus dépouillées en ornements, vont faire disparaître le port du bijou, voire même vont le considérer avec un regard négatif. Et du coup, la bague va être un élément de rébellion, un élément des hommes à la marge, en quelque sorte, d'une certaine tradition, qui finalement n'est pas une tradition très ancienne, qui est quelque chose de développé au cœur du XIXe siècle. Et du coup, très vite, ces figures un petit peu de marginaux, dits de rebelles, vont
porter ostensiblement certains bijoux et particulièrement des bagues pour revendiquer en quelque sorte leur liberté, leur originalité et leur différence. Et c'est là que ces types de bagues apparaissent justement. À la fois on a une bague qui est une bague à tête de pirate qui est du 19e siècle ici et une bague 100 ans plus tard, on est dans les années 60-70, avec ces crânes qui nous évoquent, tu parles des bagues de bikers justement, qui nous évoquent cette tradition de bagues des motards américains. Je pense notamment aux Hells Angels, qui étaient ces motards qui, sur la route 66 aux États-Unis, semaient, je ne vais pas dire mort et désolation, mais en tout cas, voilà la terreur en tout cas, et qui finalement montraient un côté dangereux, un côté périlleux, et qui a peut-être donné une connotation un peu négative aux bagues pendant un certain temps. Pourquoi les avoir choisis ? Oui, la bague à une certaine époque a été très très mal vue, la bague d'homme, et c'était pas du tout accepté presque par la société de porter des bagues. Donc en rébellion à cet ordre bourgeois, certaines personnes ont arboré fièrement la tête de mort, qui était aussi un message de provocation et qui voulait dire fais gaffe, tu vas mourir si tu me croises. Donc c'est ce côté rebelle de la tête de mort qui plaisait beaucoup à Yves. On est d'ailleurs, quand on a préparé le livre, allé à une réunion de Hells Angels parce qu'on voulait faire des photos de Hells Angels. Ça s'est pas très bien terminé. Vous ne verrez pas de photos d'Hells Angels dans le livre. Mais on a effectivement donc cette bague de pirates, les pirates qui défient l'autorité, qui sont un symbole, et cette bague qui n'est pas une bague de biker, mais qui représente les codes de la bague de biker, qui ont été un message de rebelle contre l'État, contre les règles, et ce côté très libre que Yves affectionnait particulièrement. Ouais. Et finalement, ce retour de la bague par le biais de la rébellion, d'une certaine violence, de cette façon officiellement de déclarer une différence, va permettre de réintroduire la bague dans le bijou masculin, dans la possibilité de le reporter. Le monde des rockers notamment va pouvoir les employer. Donc il y a tout un contexte finalement qui va redorer le blason de la bague qui avait un peu perdu de son aura qu'elle a eu pendant des siècles et des siècles, mais qui, de cette société bourgeoise, va un peu être mise de côté. Et c'est ainsi que finalement la bague, avec des créations plus contemporaines, fin 20e siècle ou début 21e siècle, vont avoir un côté plus fun, plus sympathique, plus amusant, et finalement vont exprimer certes une personnalité, mais aussi vont pouvoir exprimer un côté drôle, un côté original. Et c'est ça que l'on voit dans certaines des bagues assez différentes finalement de ce qu'on a pu voir précédemment. Oui, même un peu loufoque. La bague devient accessoire. Avant, la bague avait une signification très profonde, l'appartenance à une famille, à un groupuscule avec un message puissant. Et puis là, la bague devient fun. Elle devient beaucoup moins précieuse. Ce sont des bagues en cuivre qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais qui sont très intéressantes. Et on change de bague très facilement. Ça devient un petit accessoire de mode très 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 démocratisé. Et c'est très rigolo que ce soit comme ça. On peut voir que dans certaines des pièces, on peut retrouver des symboles liés au domaine du jeu, les jeux de cartes, les jeux de dés que l'on peut avoir, des jeux de hasard. On peut voir aussi des petits personnages issus du monde, Marvel's cartoon, super-héros, manga, voilà, tous ces univers, voire même des bagues un peu plus subjectives qu'on peut voir ici dans la partie basse, des bagues érotiques, justement, qui montrent à quel point on peut être dans la subversion, dans le jeu, justement, à tous ces aspects. On va terminer notre troisième et dernière partie sur les œuvres clés. Alors, c'est toujours très difficile de faire une sélection de pièces majeures parce qu'on est obligé. Voilà, donc on a choisi quelques-unes qui sont importantes et importantes à plus d'un titre, on va le voir. On veut à tout prix commencer par une bague d'évêque. Elle est historique, elle date du 19e siècle. Elle a été réalisée par la grande maison Mellerio di Meller, qui est rue de la Paix depuis 1815, une maison extrêmement ancienne, et qui notamment était le fournisseur officiel de l'Église de France et qui réalisait des bagues d'évêque. Tout à fait. Pourquoi celle-ci est la première qu'on a choisie pour notre sélection d'œuvres clés? C'est une bague extraordinaire dans ses proportions, dans sa réalisation, dans le travail des gravures, les perles d'or sur le côté, la citrine, qui est une pierre semi-précieuse, mais celle-ci est très belle.
Et l'histoire de cette bague est intéressante parce que donc, quand Yves arrive à Paris dans les années 85 et dans les années 90, il fait toutes les fonds de grands ateliers, des grandes maisons. Il faut savoir que à cette époque, l'Église va changer son message. À une époque, l'Église voulait des bagues qui étaient symboliques de leur puissance, de leur faste, de leur flamboyance, donc des bagues très chargées en or avec des pierres précieuses. Et elle va changer de message avec un message plus humble, entre guillemets, plus simple. Et on va demander aux évêques d'avoir des anneaux qui ne sont pas aussi flamboyants que ceux qu'ils ont eu l'habitude de porter. Donc, cette bague avait dû être commandée par un ecclésiastique, et il y a eu le changement de mode de l'Église. Et on a dit, en gros, c'est fini les bagues bling, on va repasser sur des anneaux beaucoup plus simples. Donc, la maison Mellerio di Meller, qui fournissait les évêques, s'est retrouvé avec une partie de ces bagues qui était invendable et que les gens n'avaient plus le droit de porter. Et Yves a récupéré cette bague qui allait partir en destruction, c'est-à-dire on retire la pierre et on fait fondre l'or et on récupère l'or. Et donc ça a été pour lui l'occasion de récupérer tout un stock de bagues d'évêques que plus personne ne voulait. Et ça a été aussi un accélérateur dans sa collection de bagues d'hommes. Et puis ça fait lien finalement avec sa première découverte de la bague, avec cet évêque dont il l'avait... la boucle est bouclée en quelque sorte, il retrouve un petit peu cette première mais la bague passion. est magnifique. Et la bague est sublime, en plus c'est une pièce vraiment de choix que l'on a là. Deuxième pièce de choix, une bague que l'on dit musicale, on reste au 19e siècle, on est dans notre chronologie, avec tout un détail de gravures que l'on peut voir dans la partie basse, avec ces sortes de génies, ces personnages, et à l'intérieur un secret musical, une petite boîte à musique. Lorsqu'il acquérait ces bagues, on a vu tout à l'heure qu'il a été auprès des ateliers, auprès des maisons. Celle-ci, par quel biais est-ce qu'il l'a acquis et pourquoi est-ce qu'il l'a choisie? Alors celle-ci, il l'avait achetée en vente aux enchères. Et là, c'est la bague curiosité. La bague a plusieurs utilisations. Vous avez la bague musicale, la bague de défense, la bague souvenir, la bague toutes sortes d'utilités. Là, c'est un mécanisme que l'on peut voir que l'on ne voit pas, pardon, dans la boîte dorée, avec la petite couronne sur le dessus que l'on remonte, et ça permet de déclencher une petite musique qui peut être un objet de curiosité. Alors on imagine très bien quelqu'un dans un salon de conversation qui montre sa dernière bague, qui joue de la musique pour séduire l'audience, une dame ou je ne sais quoi. Et là, la bague devient entremetteuse et ça c'est génial. Mais c'est comme quand vous montrez votre dernière acquisition, un petit gadget, quelque chose. Là on est vraiment dans l'objet de curiosité atypique que l'on croise peu souvent, avec une histoire particulière. Et ça, c'est des objets d'exception. Ouais. On va faire un bond dans le temps, finalement, puisque nous arrivons autour de l'an 2000, avec une bague de Marc Gracier, ici. Cette bague est intéressante parce qu'elle est le reflet d'une tradition de sculpture, finalement, extrêmement ancienne. Les Grecs, notamment, réalisaient ce qu'on appelait des statues chryséléphantines, chryse en ivoire, en or, éléphantine en ivoire, donc en or et en ivoire. On a ici tout un travail finalement qui est mis en valeur avec ce mélange de matières et qui évoque la notion de crâne ici, mais qui finalement est d'une grande fragilité, d'une grande délicatesse, avec la photo qui nous surprend en quelque sorte. Pourquoi un tel choix? Il connaissait l'artiste? Alors oui, on était très proche de Marc, toujours d'ailleurs. Là, c'est le thème du bucrane, donc du crâne animal, qui est en plus un thème qui est cher à la galerie. Et il y a une expertise dans le travail de sculpture de l'ivoire qui est extraordinaire, parce que pour avoir un rendu pareil, avec les délicatesses, la difficulté de travailler l'ivoire, avec la profondeur, tout ce travail de sculpture est absolument magnifique. Et en plus, vous ne vous rendez pas compte, mais quand on rate, il faut tout recommencer à zéro, c'est terrible. Donc là, c'est une bague qui est d'un point de vue technique extraordinaire. Après, le mélange des matériaux, entre la brillance de l'or, le côté mat de l'ivoire est absolument sublime. Cette référence aux sculptures chryséléphantines, et le thème qui est très rock'n'roll également, qui plaît beaucoup et qui était très cher et qui est cher à la collection d'ailleurs. Donc ça c'est une sublime bague contemporaine de Marc Gracier.
On va continuer avec du contemporain. On est en 2003 ici. Ça a l'air très simple, très léger en apparence et facile. En réalité, il y a un travail d'incrustation de lignes d'ivoire que l'on peut voir à l'intérieur d'une améthyste pour former cette croix, ce côté mystique. Comment cette pièce a été choisie? Quelle est son histoire dans la collection? Celle-ci, il l'avait achetée dans un magasin, mais je ne sais plus lequel. Elle a été faite par Mars Planet, qui est une marque japonaise. On retrouve la chevalière, donc le thème des chevaliers, la croix, le thème du Christ, qui est très présent dans la collection, et également la métisse, qui symbolise les pierres des évêques. Et celle-ci a une particularité, c'est qu'elle est comme une enveloppe. C'est-à-dire que quand on la met, elle a une sensualité, les proportions, la manière dont elle se met sur le doigt est extraordinaire. Donc là, c'est une ergonomie dans la bague qui est assez difficile à décrire, mais quand on la met au doigt, elle est d'un agréable à porter. C'est un vrai gant. On est vraiment. C'est une bague qu'il mettait énormément, parce que très très agréable à porter au quotidien. Et ça, on ne le ressent pas tout le temps dans certaines bagues. Ce que je disais, il y en a qu'on peut mettre tous les jours, il y en a qu'on ne peut pas. Et ça fait partie des bagues qui sont très très agréables à porter. On voit aussi qu'il y a cette volonté de choisir des pièces parce qu'il y a la notion de portée qui est importante. Et probablement, en dehors de l'esthétique justement qui est extrêmement intéressante, en la mettant, tu le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe ou pas, comme la rencontre avec quelqu'un. C'est comme quand on essaye un vêtement, une paire de chaussures, n'importe quoi, on l'enfile et on sait tout de suite qu'on est bien dedans et que ça fonctionne. Et il y a ce côté-là pour les bagues. Et ça dépend aussi des mains. Il y a des gens, ils vont très bien porter une bague, vous la donnez à quelqu'un d'autre, il la met, ça ne lui va pas du tout. C'est des questions de personnalité. Ça ne s'explique pas trop, mais celle-ci, par son ergonomie et sa simplicité, est absolument extraordinaire aussi. Et enfin, il fallait en choisir quelques-unes, donc ce sera notre dernière. L'idée était aussi de revenir sur une pièce ancienne. On est à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. On a un camée, donc on a ce travail de gravure finalement dans la pierre qui est assez spectaculaire, que l'on peut voir, avec le visage d'un Hercule finalement, avec la peau du lion de Némée. Et tout autour, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est le travail de l'or, puisqu'on a un or, des ors de couleurs différentes et on peut le distinguer, des ors jaunes, des ors verts, des ors roses par rapport à ce qui est présenté juste ici. Qu'est-ce que cette pièce, quelle est un petit peu la place de cette pièce dans la collection? Pourquoi l'avoir choisie aussi? Là, on est dans une pièce exceptionnelle. Tout d'abord, le travail de glyptique sur la pierre, qui est absolument merveilleux. On ne se rend peut-être pas compte, mais ce sont des pierres qui ont plusieurs couches de couleurs. Donc, il faut aller graver dans différentes profondeurs pour avoir toutes ces variations de couleurs que l'on revoit sur le visage, le fond et la fourrure. Et après, elle a été mise presque encadrée dans un écrin. La monture devient un objet qui la supporte, qui la met en valeur. Là, on a un objet très, ce qu'on appelle cohérent, complet, avec un camé extraordinaire et une monture extraordinaire. Ça devient un tout hors norme, un objet d'exception. Oui, un objet muséal, en fait. Finalement, on a une pièce phare de la collection. Alors, comment conclure une telle thématique? Il y a un mot qui est venu assez souvent dans ce qu'on discutait de cette conversation, c'est la notion de bijou sculpture, cette notion justement d'objet que l'on porte. Et il y a une remarque quand on préparait cette conférence qu'on disait toujours, la bague c'est le bijou que l'on va voir soi-même. Si on porte une broche, si on porte un collier, on va le voir en biais, ce sont les autres qui vont nous voir. Finalement, la bague portée sur soi, on peut la voir et du coup, il y a un côté délectation qui fait que par les volumes, et là on rejoint la notion de sculpture, c'est quelque chose d'important. En quoi cette notion de sculpture était importante pour fonder la collection, pour définir la collection? Alors, on dit généralement la peinture, c'est pour les intellectuels et la sculpture pour les sensuels. Il faut dire que Yves était vraiment très proche de la sculpture qui se découvre par les mains et plus que par l'esprit. Une sculpture, ça se caresse, ça se touche. Et la bague qui est attachée à la main a ce côté extrêmement sensuel. Et ça, c'est un trait de personnalité d'Yves qui était très important.
Et ensuite, ce côté collection, accumulation, qui est le plaisir de ne pas dire non. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une collection n'a pas de fin, ça n'a que la fin qu'on y met, et on peut en collectionner toute sa vie. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que toute sa vie, on peut s'intéresser à quelque chose, à découvrir, à aller plus loin, et c'est génial. Et c'est là que l'on voit vraiment avec cet exemple de bague, on est avec un grand créateur du 19e siècle, c'est Duponchel et compagnie, c'est un grand atelier. On a quand même presque l'iconographie dont on a parlé au début, ces anges, l'idée des croix, il y a un côté très médiéval dans l'esthétique, il y a un très beau travail de gravure justement du lapis-lazuli sur la partie supérieure avec cette forme quadrilobée qui évoque les cathédrales, donc on est dans cet univers finalement, et c'est une façon un petit peu de, entre guillemets, boucler la boucle sur toutes les thématiques que l'on a pu voir, sur un objet qui lui aussi porté donne l'envie de toucher l'objet, de le regarder sous toutes ses coutures. Et c'est peut-être ça aussi la force de ces bagues. Oui, c'est un objet d'une grande complexité qui prend du temps à appréhender. On a l'ange gardien sur la droite, l'ange vengeur qui tient une épée qu'on ne voit pas sur la gauche, les deux ailes qui enchâssent le chaton, la différence des matériaux, le travail d'architecture de la bague. C'est plus qu'une bague, oui. Là, on est vraiment dans des complexités maximum. Le drapé que l'on retrouve sur les côtés, c'est une bague absolument hors norme. Ouais. Et c'est ainsi qu'avec cette notion justement du bijou comme objet d'art, comme œuvre d'art, qui est une notion extrêmement importante pour nous à l'École des Arts Joailliers et pour tout collectionneur qui est passionné justement de ces objets, que nous allons terminer notre conférence d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. C'était un plaisir en tout cas de parler sur cette belle thématique et de vous donner la possibilité de voir cette exposition justement à travers la conférence. Avant de prendre vos questions, évidemment, juste quelques mots sur la prochaine conférence. Cette année, pour les 10 ans de l'école, on a essayé de créer quelque chose qui nous fasse voyager autour du monde, au moins, je dirais, d'un point de vue digital, si on ne peut pas le faire véritablement en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Et donc, la prochaine thématique de conférence nous plongera dans le temps, puisque nous serons au Moyen-Âge. On retrouvera certaines thématiques clés qu'on a pu voir aujourd'hui, mais dans un parcours historique que nous proposerons mes amis et collègues Inesita et Paul. Inesita est dans le chat avec vous et je l'en remercie d'ailleurs. Je suis sûr qu'elle a récolté toutes les questions qui vont nous permettre de répondre justement à tout cela. Et c'est une thématique que nous donnerons depuis New York à la Morgan Library, donc dans un contexte qui possède une collection de manuscrits médiévaux et d'enluminures qui sera tout à fait adaptée à cette thématique. Voilà, donc pour vous inscrire, vous avez toutes les informations. On espère vous retrouver pour cette belle thématique. Et maintenant, nous vient le moment de voir vos questions et d'y répondre autant que faire se peut. Je vais regarder ce que Inesita m'a envoyé. On espère plein qu'on de aura choses. De bonnes questions sur lesquelles on pourra échanger. Il y en a plein. On va faire une sélection. Ne vous en faites pas, si on ne peut pas y répondre, on y répondra via nos réseaux sociaux par la suite. Alors, tiens, on va regarder. Alors, est-ce qu'il y a un marché pour les bagues d'hommes ? Alors, il y a un marché pour les bagues d'hommes, oui, tout à fait. C'est une tendance qui prend du volume. Les gens osent de plus en plus porter des bagues. Moi-même, je suis parfois sollicité pour vendre des bagues. Certaines sont en vente d'ailleurs. Mais de plus en plus d'hommes sont attirés par ça. Oui, ça prend de la dimension, bien sûr. Alors, il y a plein de différentes questions. Est-ce que cette exposition est amenée à voyager ? Oui, tout à fait. C'est une exposition itinérante que on va faire voyager dans différents endroits. Là, en ce moment, elle est à Tokyo. Elle ira ensuite dans notre deuxième campus de l'école qui est à Hong Kong et on espère lui donner une prochaine itinérance aux États-Unis notamment. Donc c'est une exposition qu'on va faire voyager parce qu'elle est riche en thématiques, riche en sujets, en symbolique et que ça permet d'aborder aussi un sujet qui est peut-être peu présenté et qui pour le coup a vraiment un intérêt fort et touche notamment un public assez large. Alors, diverses questions. Question piège. L'intérêt de la collection qui est très accessible. Il n'y a pas besoin d'être historien d'histoire de l'art pour apprécier les bagues et qui vont de bagues très simples à des bagues très compliquées. Mais il y a de tout ce qui permet à tout le monde de pouvoir en profiter.
Question piège. Quelle est la bague la plus précieuse de la collection? Ah, La bague la plus précieuse de la collection, je pense que c'est la dernière que nous avons vue avec les deux anges, qui est une bague particulièrement précieuse. on a fini en apothéose, En apothéose, avec oui. celle-ci. Alors, une question sur un type de bague qui est l'alliance ou bague de mariage pour les hommes. Est-ce une tradition uniquement occidentale? Historiquement, l'idée de passer un anneau, comme on le disait traditionnellement, Le lien, oui. c'est le lien, voilà. C'est quelque chose qui existe depuis la plus haute antiquité. On considère qu'avec les Grecs ou plus vraisemblablement les Romains, on a les premiers anneaux justement de mariage. Quoi qu'il en soit, on passait un anneau aux hommes comme aux femmes. L'anneau étant un symbole finalement sans début ni fin, donc il y a un côté éternel, un côté extrêmement fort. Pour toute la culture du bassin méditerranéen, on avait cette notion qui avec l'Empire romain s'est vraiment répandue. Et donc de fait, à partir de ce moment-là, on a eu cette notion justement d'un anneau, quel que soit le genre finalement, par rapport à ce qui était présenté. Alors, autre question. Y a-t-il des pays qui sont plus adeptes des bagues d'hommes que d'autres? Ah oui, alors il y a des cultures où il n'y a absolument pas de bagues, comme par exemple le Japon, où historiquement, à part des bagues d'archers, il n'y avait pas eu de bagues qui ont été faites, beaucoup de bagues médiévales en Europe, beaucoup en Afrique également, en Afrique du Nord, en Inde également aussi. Les Amérindiens en ont fait aussi. Je ne crois pas qu'il y ait de bagues mayas. C'est pas forcément le type de bijoux premier Non, qui mais était. ouais, non, ça me dit je crois rien. pas. Non. Et dans les pays très nordiques, il me semble pas trop non plus. Et Asie, globalement, Chine, pas trop, Japon, presque pas. Et non, c'est plutôt européen, indien et Afrique du Nord. Alors, il y avait une question justement sur la bague de Duponchel qu'on a vue, qui est proche des créations de Froment-Meurice. En effet, ils sont contemporains. On est avec cette vogue qu'on appelait néo-gothique, finalement, qui mettait en valeur le goût pour le Moyen-Âge. C'est l'époque d'Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, donc qui a fait la restauration de Carcassonne d'ailleurs, qui a travaillé sur la restauration de Notre-Dame. Donc on est vraiment dans une volonté de redécouvrir en quelque sorte le Moyen-Âge, de le sublimer comme, c'est typique du 19e siècle, la gloire d'un passé national que beaucoup de pays vont retrouver. Et donc oui, on est avec des pièces qui sont comparables. Une autre question, peut-on trouver dans la collection des bagues avec compartiments secrets destinés à contenir du poison? Alors oui, tout à fait, très bonne question. Il y a les bagues qui contiennent du poison. Elles sont souvent des bagues vénitiennes où on décapsulait un petit compartiment pour venir empoisonner la personne souhaitée. Et il y a aussi en bague à compartiment des bagues à cocaïne que l'on retrouve dans les bagues cercueils des années 70 où vous ouvriez votre petit cercueil et vous aviez votre réserve de cocaïne de l'époque. Donc les systèmes dans les bagues sont présents depuis très longtemps et les gens y ont mis toutes choses et tout type de matière. On a vu qu'il y avait de la cire pour les bagues de doge, du poison pour les Vénitiens. Les Américains, on va dire, la coke. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de secrets. Les capsules de cyanure aussi également, dans les bagues de messagers, de la main du roi, qui étaient portées par les messagers. Et s'ils étaient interceptés par les ennemis, devaient prendre une capsule de cyanure dans leur bague et se tuer pour que le message ne soit pas éventé et aux mains de l'ennemi. Je vais prendre quelques dernières questions qui finalement se retrouvent juste avant de prendre, parce qu'il y a sur la prochaine exposition et sur des conférences liées à ça, une toute dernière question que je vais t'adresser. Est-ce que tu continues à enrichir la collection? Alors je continue à acheter des bagues, mais c'est vrai que j'en achète moins. On a déjà un fonds qui est hyper important, mais il est impossible de résister de temps en temps. Quand il y a des trop belles bagues qui me sont proposées, je craque. Oui. C'est une fièvre de collectionneurs, de passionnés qui s'est transmise de père en fils. Il y en a certaines que je ne peux pas refuser. Elles sont trop belles, je les ai pas et je craque. Ouais.
Il y avait il y a plusieurs questions qui étaient sur la prochaine exposition de l'école et une autre question qui était liée justement à la thématique des intailles, des camées et autres. Donc je vais regrouper tout ça, je dirais, parce qu'il y a plusieurs questions sur cette même thématique et merci. L'exposition de l'école à l'heure actuelle à Paris porte sur le dessin joaillier et se tient jusqu'au 14 février, facile à retenir, le jour de la Saint-Valentin. À Tokyo, on a donc cette exposition sur les bacs d'hommes et à partir du printemps, nous allons avoir une exposition sur une collection privée de camées et d'intailles qui sera présentée, la collection Ladrière. Qui est magnifique. Et qui est sublime, véritablement, qui est vraiment de qualité muséale, avec énormément de grandes thématiques qui pourront être découvertes. Et donc, ce sera notamment l'occasion de pouvoir avoir des conférences liées à la thématique justement du monde de la glyptique, des pierres utilisées en glyptique, des intailles, des camées, enfin un petit peu tout ça. Donc vous pourrez redécouvrir pour le printemps. Tout ça sera bientôt mis en ligne, donc vous pourrez vous inscrire pour tous les passionnés. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent ce soir. C'est ainsi qu'on va se quitter pour cette soirée. Si cette conférence vous a plu, sachez qu'on la redonne demain 2 fois en anglais, cette fois-ci. Et en chinois. Et oui, pas nous-mêmes en chinois, il y aura une traduction simultanée en chinois, mandarin cantonais et en japonais également. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite une excellente fin de soirée et merci encore de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.